s'agit d'un sujet qui est assez ardu, n'est-ce pas? Et j'espère que j'ai demandé justement à M. Amadou et à M. Anthony, qui sont quand même, qui non seulement connaissent la question, mais ont un certain sens de la clarté, parce que je dis à tout le monde, n'est-ce pas? Il faut être à la fois clair et précis. Alors je pense qu'en tout cas, entre M. Amadou et M. Anthony, il n'y aura pas de problème. Cela dit, pour ceux qui se sentiraient frustrés parce que le sujet n'aura pas été étudié en profondeur, nous avons un atelier demain après-midi de 17h15 à 19h15 pour ceux qui veulent en savoir plus en ce qui concerne ce problème de la domification. C'est-à-dire, d'une manière générale, tous les exposés renvoient à d'autres exposés pour être approfondis, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas avoir l'impression qu'on a fait le tour du problème. On va donc là vous donner les bases de réflexion et on poursuivra demain après-midi sur ce problème pendant 2 heures pour ceux qui sont intéressés, parce que là encore non plus, on ne va pas essayer de vous imposer ce sujet. Pour ceux qui s'intéressent pas au problème de la domification, demain après-midi, il y aura bien entendu d'autres propositions, d'autres possibilités. Bon, pour les personnes qui s'inquiétaient que nous ayons plusieurs activités parallèlement, je crois que ça correspond aussi à des activités légèrement différentes, avec un esprit différent, et je pense que certains sujets ne peuvent pas satisfaire l'ensemble du... Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Nous rend visite, je pense que vous la connaissez. Elle officie sur la première chaîne, n'est-ce pas, le matin. Celle qui actuellement représente l'astrologie sur les ondes nationales, même si elles sont privées. Bon, alors ça c'est un premier point. Alors en ce qui concerne les repas, nous avions prévu une formule extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'auteurs, de chercheurs qui vont défiler au cours de ces 3 jours. Cela dit, de ce fait, il est certain que ceux qui n'ont pas le niveau en astrologie, pour suivre ce débat, pourraient effectivement protester. Mais enfin, je pense que c'est un peu la règle du jeu. C'est une discussion d'abord entre chercheurs, un colloque pour les personnes qui ne vont pas s'amuser simplement à faire de la pratique astrologique élémentaire. Moi j'appelle ça, c'est un colloque où l'on décortique les choses. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de savoir si la voiture marche ou ne marche pas, on regarde si le carburateur ne peut pas être amélioré, si on ne peut pas améliorer ou innover sur tel et tel point. Donc on va démonter complètement l'astrologie et on va essayer de la remonter ensuite, éventuellement, ce n'est pas certain. Le problème des maisons est un des problèmes les plus difficiles à étudier qui soit, je prends en astrologie. Bon, d'abord parce que vous allez vous apercevoir tout de suite, les problèmes de domification sont des problèmes que les astrologues souvent évacuent très rapidement. Ils adoptent un système, un petit bouquin où ils restent leur maison et ils ne se posent plus de questions sur le pourquoi de ce système. Il y a aussi une attitude très conservatrice en concernant les maisons. Je dis toujours, par exemple, si on demandait à tout l'auditoire quelles sont les significations des maisons, je crois qu'on arriverait à un consensus extraordinaire, je dirais presque mot pour mot. C'est-à-dire qu'on pourrait presque, je veux dire que ce serait une autre affaire. Je veux dire, autant si vous interrogez sur les planètes ou sur les signes, on verrait des variations, une sorte de variations, les uns insistant sur tel et tel. Enfin, chacun trouverait son vocabulaire pour parler des planètes et des signes. Par contre, pour parler des maisons, c'est très pauvre, je veux dire, c'est très cristallisé. Et ce que je souhaiterais, enfin je veux dire, il ne faut pas avoir trop d'enjeux dans un colloque, ce que je souhaiterais, c'est qu'à la fin de ces 3 jours, nous arrivions un petit peu à une nouvelle formulation de la signification des maisons. C'est quel est le véritable enjeu? Est-ce qu'on peut dépasser, ou alors une nouvelle signification, ou du moins une nouvelle rationalité, c'est-à-dire de comprendre le système, parce que non seulement on répète la même chose, mais en plus on ne sait pas pourquoi c'est ainsi. Peut-être les 2 choses sont liées, parce que c'est précisément parce qu'on n'a pas à part cette correspondance planète, si zodiaco, maison 1, bélier, etc., qui vaut ce qu'elle vaut, on n'a pas de cohérence extrêmement précise. Il est possible que quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, avec son SORI, dont on parlera demain après-midi, il est possible qu'il apporte une nouvelle réflexion, je dis ça, je laisse ça tout à fait entre parenthèses.
Mais ce qui est certain, c'est que c'est un système dont on ne connaît pas la rationalité. Donc la notion de la raison des maisons, c'est tout un programme, on n'en connaît pas la rationalité, et du fait qu'on n'en connaît pas la rationalité, on s'est très cristallisé. C'est un peu la même chose d'ailleurs pour les domiciles et les exaltations notamment, dont on va parler. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne et comment c'est construit. Alors on garde précieusement les choses en leur état, parce qu'on n'ose pas bouger quoi que ce soit, de peur de ne plus savoir où on en est. Voilà, enfin je ne voudrais pas mordre sur le temps de parole, cela dit, si vous avez... je voudrais poser une question informatique. Quelles sont les personnes parmi vous qui avaient l'intention extrêmement précise de dîner? Le système de codification de Morin-Villefranche qui devait être traité par Aurore de Longwy. Alors il me semble que Aurore de Longwy n'est pas là. Moi aussi. Bien. Mais je vois un titre général ou un surtitre qui est quel système de domification maison égale, Placidus, Campanus. Alors ça donne évidemment, vous voyez bien que ça matière à réfléchir. Je dois vous dire tout de suite, déjà vous savez que nous aimons nous lancer des titres. Je vous ai qu'on n'a pas parlé de la Montagne. Voilà. Or, très précisément, lorsque l'on s'apprête à entendre un exposé sur le système de Morin-Villefranche, il me paraissait que si on devait parler d'un seul système antérieur, ce devait être celui de Région Montagnaire, plutôt que celui enfin, vous l'avez deviné, bien. Alors, nous avons tout de même quelques-uns des amis annoncés qui sont là, et puis il y a tous ceux qui sont dans cette salle. Je voudrais vous dire tout de suite que, enfin, vous l'avez sans doute compris d'après ce que Jacques Alphonse vous a dit, il n'est pas du tout question de réserver la parole pendant cette heure et demie ou ces 2 heures qui ouvrent le colloque aux personnes dont le nom figure comme participant au débat et que je vais vous présenter en quelques mots. Il est bien évident que chacun et chacune d'entre vous est non seulement libre de prendre la parole, mais est invité à le faire, et je souhaite que tout ce colloque particulier, comme le colloque en général, se déroule de la manière la plus amicale possible et la plus ouverte possible. Cela dit, il n'est pas question de trop déborder le sujet et de trop parler d'autre chose que des maisons, d'autre chose que peut-être le système de domification qui sera en cause à un moment donné. Et là, je me permettrai, si quelqu'un vous parle, de le remettre un petit peu sur le chemin de la voie lactée. Alors, je vais tout de suite vous présenter non pas Aurore de Longwy, mais notre ami Germaine de Bock, qui, au point de pas le dire, qui est apparenté par son père à Émile Verhaeren. Ce qui me fait beaucoup de plaisir. Ça me fait beaucoup de plaisir parce que Verhaeren était un socialiste, un bon socialiste, il était socialiste avec Victor Hugo, c'est un bon hippie, c'était un hippie à la Wall Whitman, enfin, j'aime beaucoup Verhaeren. Je trouve qu'il y a en lui une forme de naturisme et de philanthropie que Germaine de Bock, vous avez repris, il me semble, à votre façon. Il me semble qu'il y a une similitude de... Ah, c'est la poète, simplement. C'est un grand poète. C'est un romancier aussi. Il a également écrit des pièces de théâtre. Il a également écrit des pièces de théâtre. Alors, que dire de vous? Bien, vous vous êtes occupé de la plupart des sciences que l'on dit divinatoires ou conjecturales, parce qu'on a pour aujourd'hui tir occulte. Très jeune, vous vous êtes intéressé à la cartomancie, vous avez évidemment abordé l'astrologie dans votre jeunesse aussi avec Verdier, avec Volgin, vous avez lu Amblin, vous avez étudié Papus, vous avez étudié Jagot, vous vous êtes intéressé aussi au tarot, à la géomancie, vous êtes d'origine belge, vous habitez à Bruxelles, bon, vous êtes installé ici. Je voudrais m'interrompre une seconde pour saluer nos amis Marie-Hélène Clos et Jean-Luc Caradeau qui viennent d'entrer et qui sont très bienvenus. Prenez place. Vous avez également étudié certains auteurs de psychologie. Oui, et Jung par exemple, et vous vous êtes intéressé, ça n'est pas unique ici, mais ça mérite toujours d'être signalé, vous vous êtes intéressé. Bonjour. On vous attendait.
Excusez-moi, mais j'ai pas fait la Et puis alors pour terminer, enfin c'est pas du tout faire le tour de votre activité. Activité, je veux dire, tout à fait philanthropique, tout à fait charitable et aussi peu, pourquoi ne pas le dire, commercial tout aussi. La retraite, on n'a plus besoin d'assurer son budget. Et je voudrais simplement ajouter qu'il y a comme la synthèse de toutes vos activités l'étude de la langue égyptienne. Oui, De et la également langue du égyptienne chinois. et également du chinois. Donc, c'est surtout le symbolisme qui est très très intéressant, parce que tout le monde s'exprime dans le sens de la même façon. Alors je pense, si vous voulez, que tout à l'heure, puisque je voudrais simplement présenter les participants et ensuite nous écouterons Aurore de Laubry qui est l'orateur principal ce soir et ensuite vous aurez bien sûr le loisir à propos du sujet qu'elle traite pour référer à la pardon. Eh bien, vous nous direz alors bien. Je voudrais ensuite présenter M. Mercier, Raymond Mercier, Lagarde en astrologie, qui est ingénieur des ponts et chaussées, qui a fait toute sa carrière à l'électricité de France, qui joint au goût de la science et de la technique et aussi de la logique mathématique le goût de la métaphysique. Et mathématiques symboliques, symbolisme mathématique, et qui estime y avoir donné une expression synthétique dans l'astrologie, dont vous dites quelque part qu'elle doit être cohérente. Il y a une certaine cohérence, astronomie, astrologie. C'est votre objectif et votre point de vue, et je crois qu'il est bon de préciser d'un mot avant que vous ne le développiez probablement tout à l'heure. Daniel Covey n'est pas ici. Il est malade, il va essayer de venir tout à l'heure. Nous avons Francis Santoni, qui a collaboré, je cherchais des éphémérides, qui a collaboré à ce qu'on appelle des éphémérides rosicruciennes, qui sont des éphémérides familières à beaucoup d'entre nous. Moi-même, je dois dire que je les ai toujours apportés de la main. Et il ne m'a pas demandé de faire de réclame, mais en fait, voilà, je le dis parce que c'est vrai, et je ne suis sûrement pas le seul ici. Voilà, alors si vous voulez. Voilà, j'ai fait aussi les tables de maison, c'est-à-dire que je vais recalculer justement les tables de maison selon la méthode de Placide exacte. Bon, parce qu'on verra au cours des différents exposés que même dans la méthode de Placide, personnellement j'en connais 4. Donc il y a Placide Boudinot, Placide Roux, Placide exact, c'est-à-dire par itération. Il y a aussi un Placide américain, une méthode Polish. On aura l'occasion de voir éventuellement quelques variantes. Et je fais donc surtout des calculs pour les astrologues. Donc mon métier, c'est de faire des outils pour les astrologues, aussi bien des tables de maison que des éphémérides, que des programmes d'informatique. Vous savez, j'ai fait des petites notes que vous avez la gentillesse de me donner et vous qualifiez comme hybride. Voilà. Hybride, astronome, astrologue d'ailleurs. La création d'éphémérides astrologiques est déjà la spécialité du point de regard. Je pense que cela suffit déjà à vous situer d'une manière très approximative et ensuite vous aurez tout loisir après la conférence au bord de Laubry de préciser votre point de vue à propos du sujet qu'elle va traiter, qui semble-t-il n'est pas celui qui est annoncé. Ça nous allons voir tout à l'heure. Bien, je devrais peut-être me présenter moi-même, je voudrais simplement vous dire que je suis non professionnel, mais je suis praticien d'astrologie depuis l'âge de 14 ans. J'aime bien les sociétés d'astrologie, j'aime bien les sociétés d'astrologie, je m'honore d'avoir appartenu à la Fédération francophone d'astrologie que dirige actuellement notre amie Catherine Aubier depuis le début, ou à la Société française d'astrologie, à la Loge astrologique de France, de notre ami Denis Labouré, au CERDA aussi. Je n'ai absolument aucune exclusive. Je crois que la seule société à laquelle je n'appartiens pas, j'ai appartenu au mouvement astrologique unifié, au mouvement astrologique universitaire. La seule société à laquelle je n'appartiens pas, c'est la Société astrologique de France. Alors, je vous prie de m'en excuser, mais je crois que c'est simplement parce qu'elle est toute récente.
Il n'y a pas d'autre raison. Et puis je pourrais vous dire aussi d'autres sociétés auxquelles je suis très attaché, en particulier en Belgique, telles que le CBSIA de mon vieil ami Draghi, bien sûr, Constellation Astrologienne, un certain nombre. Bien, à quoi me suis-je intéressé? Je vous le dis en deux mots, je me suis intéressé tout particulièrement à l'astrologie que l'on peut dire ésotérique, et j'allais dire spirituelle, si c'était pas un pléonasme. Je me suis intéressé à Nostradamus. Un gros dossier va être publié, qui est le résultat des travaux d'un colloque où était présent Jacques Calbron et où était présente Jacqueline Pellegrini, qui est avec nous ce soir. Également, je me suis beaucoup occupé de ce qu'on appelle les monomères et dont nous aurons certainement à parler tout à l'heure, c'est-à-dire le symbolisme des degrés du zodiaque. Alors, je vais tout de suite vous dire, mais comme ce n'est pas moi qui suis l'orateur, encore que je commence à parler beaucoup, mais je vais bientôt m'arrêter, comme c'est pas moi, je vous demande de ne pas engager la discussion tout de suite, qu'après avoir été, j'allais dire comme tout le monde, presque exclusivement placidien, j'ai depuis un certain nombre d'années découvert le mérite des maisons égales. Des maisons égales, à condition d'y ajouter bien sûr le MC. Pardon? Bien, là, monsieur, nouvelle rencontre. Alors, les maisons. Les maisons, on va parler pendant tout ce colloque des maisons, et tout à l'heure, on va parler des maisons sous un angle donc, qui n'est pas celui de Morin Villefranche, mais celui que Aurore Bory va nous dire. Je vais, au préalable, vous remettre, si vous voulez bien les accepter, des documents, deux documents. Le premier, excusez-moi, c'est parce qu'il est le plus général que je le cite d'abord. Le premier, j'allais dire que j'en suis responsable, en fait je suis responsable d'un plagiat, mais un plagiat avouable, puisqu'il est avoué, et que j'ai donné la référence, c'est-à-dire que j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de mettre sous les yeux non seulement des participants de cette séance, mais sous les yeux des participants de toutes les séances et tous les ateliers de ce colloque, j'ai pensé qu'il n'était pas inutile de leur mettre sous les yeux quelques graphiques, quelques schémas. D'abord quelques schémas très généraux qui font tout simplement qu'on ne confond pas le milieu du ciel avec le zénith, qu'on ne confond pas l'ascendant avec l'horizon, enfin pour parler des erreurs les plus banales. Et puis ensuite, des schémas qui vous indiquent le mode de construction, la méthode de domification, successivement, selon la méthode des maisons égales, selon la méthode de Porphyre, selon la méthode de Campanus, selon la méthode de Regiomontanus, et je disais tout à l'heure à Jacques Albrand, qui a deviné avant même que j'ai terminé la phrase, que j'avais regretté que le nom de Regiomontanus ne figurât pas en sous-titre, alors que le sujet qui était annoncé était Morin Villefranche, puisque Morin Villefranche est principalement inspiré de Regiomontanus. Après sa propre théorie. Ensuite, la méthode de Morin, précisément, Morin Villefranche, la méthode d'Acadicius, la méthode de Placide. Et à ce document, on a joint quelques figures de monomères tirées d'un recueil médiéval. Et au début, j'ai soumis à votre attention quelques propositions. Alors, je vais vous demander très simplement de ne pas les lire maintenant. De ne pas les lire maintenant parce que maintenant nous ne sommes pas là pour lire les documents qu'on vous distribue, sauf les schémas, si vous voulez, que vous aurez certainement intérêt à avoir sous les yeux. Mais ces propositions, si vous voulez bien les lire, ça me fera grand plaisir. Si vous voulez qu'on en discute à une occasion plus propice, on en discutera. Voilà. Et puis, à la fin, vous verrez la mention de l'éditeur, l'un de mes éditeurs, qui a très gentiment et généreusement accepté de reproduire donc ces schémas, ces figures de monomères et ces propositions que j'ai soumises à votre attention en liminaire. De ce document, mon éditeur m'a remis 30 exemplaires, ce qui sera peut-être un petit peu insuffisant, mais j'ai demandé à Jacques Albrand, et je crois qu'il vous a demandé
si vous pourriez peut-être en faire un certain nombre d'autres exemplaires au cas où cela ne serait pas suffisant. Enfin, je pense que peut-être quelqu'un d'autre aura le moyen. De toute façon, je ne sais pas, mais je pense... Pardon? Bah, si vous avez cette gentillesse, parce que, bon, peut-être y en aura-t-il assez pour ce soir, mais comme ce sont des schémas des principaux systèmes de domification, je crois que ça peut être utile à peu près dans toutes les occasions de ce colloque. Voilà. Je vais m'en servir les participants. Voilà, et puis, si, merci. Et le deuxième document, vous a été préparé par Francis Santini et est intitulé Classification élémentaire de quelques systèmes de domification. Je pense que Francis Santini ne m'en voudra pas si je vous demande, comme je vous l'ai demandé pour le premier document, de ne pas le lire maintenant. Parce qu'en général, lorsqu'on lit le document qui est distribué, on n'écoute pas ce qui se dit. Et je suis persuadé que si vous voulez bien le lire après, il sera tout à fait disposé à en parler avec vous, et également dans une occasion plus courte. Le cœur du sujet, c'est Aurore de l'Aubry. Au moins, Aurore de l'Aubry, c'est le cœur du sujet. Alors, je vais dire un mot, si vous voulez bien, pour les amis qui connaissent peut-être pas très bien, s'il y en a. Puis tout à l'heure, vous allez nous faire la surprise de nous dire le sujet, parce que moi j'attendais Morane Villefranche. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être annoncer déjà? C'est-à-dire, en ce qui concerne la conférence avec annoncé, je crois que là, c'est un peu mal donne, parce que je ne suis pas du tout conférencier, mais pour faire un débat où tout le monde parle. Je crois que c'est beaucoup intéressant. Par ailleurs, je vais parler effectivement de Morane Villefranche, mais non pas du système de Morane Villefranche. Je crois qu'il y a une donne entre Jacques Albron et moi. Ça, je ne sais pas du tout de système, parce que je ne sais pas du tout ce qu'est le système de Morane Villefranche, je n'existe pas. Par contre, Morane Villefranche m'a paru intéressant à l'ouverture de ce colloque, dans la mesure où il donne vraiment, en fait, tout à fait le motif de cette rencontre, la raison des maisons. Il explique très bien pourquoi il faut des maisons et quelle utilité elles ont. Donc c'est à partir de Morane Villefranche qu'on essaiera de voir les 4 ou 5 idées fortes de toute la théorie qui tournent autour justement de cette importance des maisons. Ceci étant dit, je ferai peut-être quelques petits passages sur d'autres sujets, parce que Morane Villefranche c'est tellement un énorme sujet qu'on pourra le faire très rapidement, bien entendu. Et puis je parlerai un peu de ma pratique au niveau des maisons, c'est-à-dire du système Placidus qui me donne entière satisfaction. En fait, ce que je voulais dire... Je pense, si vous le permettez, que je vais vous arrêter un instant, parce que j'aurais pu vous dire après développer votre sujet. Tout à l'heure, si vous voulez bien. Je voulais simplement vous présenter. Bon, vous avez eu la gentillesse de m'indiquer ou de me rappeler que vous étiez taureau à 100 poisson. Bon, ça peut être intéressant d'ailleurs que chacun dise comment on considère que ça va se faire. Vous avez fait des études de psychologie, de psychopathologie, de sciences en psychologie. Vous avez été formé par Jacques de la Rochefoucauld. Jacques de la Rochefoucauld, personnellement, je considère que c'est une bonne référence. Je vais le dire très simplement. J'ai lu une chose là où beaucoup moins d'accord. Vous parlez d'un libre arbitre de 90%. Oui, moi j'inverserais plutôt les proportions, je crois que c'est très optimiste. Bien, vous êtes consultante, vous faites de l'analyse des rêves, vous êtes également enseignante, vous vous êtes intéressé à ce qu'on appelle, c'est pas l'école politique, parce que moi-même, je reste disciple de Paul Lecourt, entre autres, à ce qu'on appelle les réalisations, et vous avez eu l'occasion d'en parler. Votre programme est en 3 degrés, je sais que la profession m'a intéressé, puisque le premier degré est celui de l'initiation, le deuxième celui de la transformation, et le troisième celui de la connaissance. C'est bien, je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir. Vous êtes également intéressé à Clément,
n'en dis rien parce que je ne connais rien. Je connais pas bien. Et puis, vous considérez surtout que le thème astral est orphelin de notre psyché, et vous estimez que la connaissance psychologique peut ensuite évoluer vers un progrès qu'on peut être nous-mêmes, qui existe, que signifie les 3 degrés ou 3 grades de notre cours, de notre initiation. Voilà, c'est ce qui m'a semblé à vous suivre un peu. Quant à Morane Villefranche, alors bon, je ne vais pas présenter Morane Villefranche. Le système de domification de Morane Villefranche, vous voyez, j'étais ravi de voir que vous deviez en parler, parce que je ne l'ai jamais étudié particulièrement. Bon, Morane Villefranche me paraît évidemment une figure, disons, de banalité, mais enfin, peut-être les dire, pour certains qui ne connaissent pas, une figure hautement respectable et extrêmement intéressante, à la fois de mathématicien, de métaphysicien, de véritable astrologue. J'avoue que je me suis davantage intéressé au début de l'astrologie gallica, c'est-à-dire à la partie métaphysique et même de théologie, davantage qu'à la partie proprement technique, mais de ce que j'ai pu entrevoir de son système de domification, je veux dire qu'il m'a beaucoup intéressé, sans problème. Il m'a intéressé pour cette raison, et alors là, tout de suite, je crois que c'est une provocation, pour cette raison qu'il compte ses maisons sur l'équateur et pas sur l'écliptique, et que la première maison ne commence pas avec l'ascendant, et que la cuspide de la 10 n'est pas le milieu du ciel. Alors je crois que c'est très utile parce que ça oblige tout de suite à remettre en question un certain nombre d'idées reçues et qui ne font pas nécessairement partie de l'arsenal idéologique de la domification. Ça oblige à réfléchir sur le fait, comme le disait Jacques tout à l'heure, qui parlait de la signification des maisons, sur le fait que les maisons sont essentiellement un élément astrologique, et que je pense que ce sont des critères astrologiques qui doivent présider au choix d'un système de domification, et qu'après tout, il n'y a aucune raison, ni astronomique ni géométrique, de commencer avec l'ascendant plutôt qu'un autre point plutôt qu'ascendant, et de prendre l'écliptique plutôt qu'équateur, ou de prendre l'équateur plutôt qu'écliptique. Je crois qu'il y a l'astrologie là qui doit permettre de se guider dans l'éventaire des possibilités que nous offre l'astronomie. Alors maintenant, je n'ai que trop parlé, donc nous allons entendre parler de Morane Villefranche. J'espère que vous nous parlerez tout de même un peu de son système de domification. Non, pas du tout. Alors là, vous allez être très du tout. C'est le sujet. Alors. Non, je ne vais pas du tout parler du système de domification de Morane Villefranche parce que c'est le genre de sujet qui ne m'intéresse pas, je suis désolée. Moi, je pratique donc le système de la physique avec une entière satisfaction. J'ai essayé les autres systèmes qui m'ont donné également d'ailleurs des résultats. Je pratique les maisons végales en astrologie dite karmique et j'ai énorme satisfaction avec ça. Ceci étant dit, je pense, je ne sais pas si tout le monde sera de mon avis, mais je me demande dans difficulté qu'à partir du moment où on fait une bonne astrologie et on ne fait pas n'importe quoi, tous les systèmes peuvent vous apporter des éléments qui sont en général complémentaires. Et quand on va bien au fond des choses, on se rend compte que les éléments différents que l'on a récoltés veulent tous dire la même chose. Exactement que lorsque l'on a pris le bon fil d'un thème, tout ce que vous pourrez raconter autour dira toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un... Avant que vous commenciez, est-ce que je peux vous demander combien de temps il faut disposer? Parce que vous savez que notre principe, d'accord avec la 20 minutes. Demi-heure si vous voulez. Alors vous permettez au bout de 30 minutes de vous appeler. Donc, mais je pense que je vais pouvoir me chronométrer. Je ne parlerai donc pas du système de Morane Villefranche et je vais simplement donner les raisons qu'il a données à l'existence des maisons. En regardant donc à nouveau, en me plongeant à nouveau dans le livre de Selva qui reprend toute la théorie de Morane Villefranche, qui est la théorie des déterminations astrologiques, j'ai retrouvé deux phrases merveilleuses que je ne peux résister à l'envie de vous donner, qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais que je voudrais quand même bien donner ce soir, pour excuser peut-être mon manque de culture astrologique. Je me situe carrément dans les gens qui n'ont pas trop de culture astrologique, et je m'en porte fort bien. C'est-à-dire que
sur environ 1000 livres que je possède, j'ai dû en lire 10. Et ce qui ne m'empêche pas d'être astrologue et enseignante en astrologie. Alors, je vous donne donc la phrase de Bernoux, que j'ai retrouvée dans la préface que Barbeau a écrite de ce livre, qui dit « On s'aperçoit toujours après coup, une fois l'expérience vécue, de ce que les textes voulaient dire. » Ça, pour moi, c'est une grande vérité. Et Barbeau ajoute d'ailleurs, encore beaucoup plus joliment, il faut vivre, ou plutôt avoir vécu la matière des textes pour en saisir le véritable contenu. La tradition est une histoire collective qui passe à travers ma propre histoire, et la seule façon pour moi d'explorer cette tradition est de la saisir à l'intérieur de mon aventure personnelle. Donc, je m'excuse à l'avance si, pour certains sujets, je manque de culture, et je pratique surtout une astrologie au niveau de mon vécu, de mes études quand même au niveau de mon vécu. Bon, nous allons quand même revenir à Morin, alors, et donner une définition des maisons. Alors, les définitions des maisons, c'est d'ailleurs comme les systèmes, il y en a un nombre invraisemblable. J'ai fait une photocopie là d'un texte où il y en a 42 différentes. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous me donnerez la photocopie. Alors, ça va de celle-ci, par exemple, on appelle maison en astrologie la place qu'occupe sur la figure astrologique chaque signe zodiacal. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a un tableau derrière. On appelle maison en astrologie la place qu'occupe sur la figure astrologique chaque signe zodiacal. Jusqu'à celle-ci, qui me paraît être une des meilleures, les maisons représentent un plan de nature terrestre divisé en 12 cases sur lesquelles agissent les influences cosmiques. Leurs assises reposent sur l'horizon et le méridien du lieu donné. Bon, c'est une chose, si vous voulez, on peut l'écrire. Mais enfin, je pense que tout le monde a compris. Les maisons représentent un plan de nature terrestre divisé en 12 cases sur lesquelles agissent les influences cosmiques. Leurs assises reposent sur l'horizon et le méridien du lieu donné. Bien sûr. Chaque maison ou secteur se rapporte, selon Rudyard, aux circonstances concrètes à laquelle l'individu va se trouver confronté pour s'exprimer, s'extérioriser et s'accomplir. Donc chaque secteur astrologique, chaque secteur terrestre donc en ce qui concerne les maisons, chaque secteur céleste en ce qui concerne les signes, va représenter un champ d'expérience. Le champ d'expérience qui a été dénombré au nombre de 12, et c'est en cela que les maisons sont intéressantes, c'est qu'elles se rapprochent en fait le plus à la théorie des symboles. En effet, par ce chiffre 12, elle se ramène à toutes les autres pratiques divinatoires ou ésotériques ou dites parallèles qui sont axées toujours sur le chiffre 12. Il nous faut remarquer d'ailleurs que cette notion, historiquement, de maison est plus tardive que la notion de planète et de signe. Si on s'en réfère à Ptolémée, qui est pour ainsi dire, enfin, entre guillemets, l'inventeur des maisons, on constate que les maisons sont l'illustration de signes la plupart du temps. L'astrologie ancienne, d'ailleurs, inscrivait ces maisons dans un carré, mettant seulement en valeur les 4 cardinales, la 1, la 4, la 7 et la 10. L'astrologie, l'histoire de l'astrologie a été très fluctuante, l'histoire des maisons à travers l'astrologie a été aussi très fluctuante. À certaines périodes, on s'en est beaucoup occupé, à certaines périodes, on les a complètement dénigrées. Les polytechniciens, dont nous avons quelques-uns parmi les grands astrologues, ont voulu les rejeter parce qu'en fait, il n'y a aucune raison scientifique de tenir compte des maisons dans un thème astrologique. Simplement, la tradition était tellement forte qu'ils ont dû eux-mêmes revenir à la théorie des maisons, qui est quand même une des bases de notre pratique astrologique. Nous allons donc reprendre, personnellement, je donne quand même mon opinion personnelle, personnellement je suis très astrologue maison. Je m'intéresse beaucoup aux maisons, c'est une base pour moi d'interprétation, c'est une astrologie que j'enseigne. Cela vient probablement du fait que je suis poisson et taureau. Poisson pourquoi? Parce que justement, les maisons se réfèrent à un symbolisme initiatique qui
dans lequel mon voisin m'attire. Taureau, parce que justement, il est question dans le taureau au contraire de matérialité. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'apprentissage de l'astrologie, et là je parle pour des personnes qui, s'il y en a qui commencent l'étude de l'astrologie, c'est que la maison va tout de suite cerner un problème, va tout de suite vous mettre dans l'événementiel, dans une histoire que l'on va pouvoir confirmer, que l'on va pouvoir vérifier au niveau de transit, par exemple, ou des cycles, la maison étant la concrétisation du signe. Et je pense que là, c'est une chose qui est importante au début parce que ça aide à comprendre. Quand on dit à quelqu'un, il va vous arriver quelque chose en taureau, dans le signe du taureau avec la planète Vénus, et quand on lui dit, il va vous arriver quelque chose au niveau de la maison 2, de l'argent que vous gagnez, de votre nourriture, de votre salaire, ce sont deux connotations tout à fait différentes, et je pense qu'il est plus facile d'abord de commencer par les grands. Bon, c'est de toute façon mon approche. Donc pour en venir à l'utilité des maisons, nous allons ici arriver à Morin de Villefranche, mais avant, je vais faire un bref raccourci, puisque le sujet va être évidemment beaucoup traité durant ces 2 jours, sur la signification de chaque maison. Il peut paraître très irrationnel. Le système des maisons peut paraître très irrationnel. En effet, pourquoi la maison 6 serait-elle à la fois la santé, le travail, la vie domestique et les animaux? Ça me paraît résulter de rien du tout. Et je pense que pour trouver l'enchaînement des maisons, il va falloir chercher, au-delà de cette apparence qui elle est matérielle, donc un peu au ras des pâquerettes, il va falloir chercher les mécanismes psychologiques qui déterminent tout ça, et bien entendu, on va faire de cet enchaînement des maisons un chemin initiatique comme toutes les traditions le font pour n'importe quelle discipline ésotérique. C'est-à-dire, en maison 1, je viens au monde, c'est-à-dire je nais, je suis. En maison 2, on va s'occuper de moi, on va me nourrir, on va me vêtir. En maison 3, je vais avoir des collègues, des frères et sœurs, un entourage. En maison 4, j'aurai une famille. En maison 5, le petit moi va commencer à sortir au milieu de tout cela. En maison 6, je vais me préparer, dernière maison personnelle, à entrer dans le social, dans le milieu social. Et en maison 7, je serai au milieu des autres. Maison 8, sexualité. Puis, j'élargis mon champ de vision en 9 avec peut-être un idéal. En 10, je vais me spécialiser pour avoir une ambition, une carrière. En 11, je vais donner aux autres ce que j'apprends depuis la maison 5. Et en 12, enfin, je vais me préparer, comme je me suis préparée dans l'actif à entrer dans le social, en 12, je vais me préparer à voir Dieu et à tout recommencer. Donc, si on prend cette évolution, ce chemin initiatique de l'homme, en quelque sorte, que j'exprime un peu simplement peut-être, il va y avoir automatiquement, par analogie, toutes les valeurs des maisons qui vont venir se greffer de la plus simple à la plus ésotérique sur ce chemin. Alors, nous allons trouver dans Morin de Villefranche, j'en viens quand même à lui, un principe de base qui introduit justement cette raison des maisons. Morin de Villefranche dit qu'il introduit la notion de significateur universel, c'est-à-dire que le soleil, par exemple, est le significateur universel où possède le plus d'analogie avec les honneurs, le père, la gloire, nous ne prenons que ces 3 mots. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais il est absurde de penser, à partir de là, que le soleil, dans n'importe quel thème de nativité, va toujours signifier ou le père, ou la gloire, quel que soit le secteur astrologique dans lequel il va se trouver. Il y a donc nécessité, à un moment donné, les influences terrestres sont des causes universelles, et comme telles, elles vont agir sur tous les hommes de la même façon, et même à la limite sur tous les animaux. Il va donc y avoir à un moment donné une nécessité qu'elles deviennent déterminables par les individus eux-mêmes. Or, puisqu'il y a plusieurs modes sur lesquels on peut être déterminé, c'est-à-dire par la position des planètes dans les signes ou par la position des planètes dans les maisons, nous allons nous retrouver, bien entendu, avec une position de planète dans les signes qui n'est pas spécifique à un individu, puisque une planète va être dans un signe pendant un certain temps et toute une
une frange ou une génération d'individus aura une planète dans le même signe, surtout pour les planètes lentes. Si nous prenons Pluton par exemple, Pluton qui est pour 7 ou 8 ans en Scorpion va donner des Plutons en Scorpion pendant 7 à 8 ans dans tous les thèmes de l'activité. Et il est bien évident que ce qui va spécifier le thème natal, ça va être la position de l'individu et l'heure de sa naissance, le lieu où il est né, donc en fait sa domification. Et c'est à partir de cette domification que le soleil va prendre sa véritable signification, c'est-à-dire ou bien il est le père, ou bien il est la gloire, ou bien il est les honneurs, etc., etc. Donc c'est bien l'individu lui-même qui détermine par sa domification personnelle, donc par la place des maisons, les significateurs universels. Ça c'est la grande base donc de la pensée de Morin de Villefranche. Et évidemment, qui paraît maintenant être une évidence, mais il fallait quand même un jour le dire. Donc, la première idée est celle-là. La raison des maisons est donc que l'individu détermine par les maisons la signification de la planète, qui de significateur universel devient significateur individuel. D'abord, Salva, qui est donc le rapporteur de Morin de Villefranche, ajoute qu'à son avis, les différentes planètes actionnent et signifient les choses pour lesquelles leur influx possède par essence une affinité particulière en vertu d'une analogie habituelle. C'est-à-dire que la planète par elle-même va avoir une nature, cette nature va être transformée par sa position céleste en signe, elle va être ensuite manifestée par sa position terrestre en maison, et ensuite nous aurons donc les trois éléments qu'il nous faut. Or, vous savez que quand nous avons traité ces trois choses, la planète, le signe et la maison, en fait on a interprété la totalité du thème. La deuxième idée de Morin de Villefranche, c'est que les influx planétaires sont déterminés vers certaines catégories d'effets par les maisons astrologiques. À ce niveau, il va d'ailleurs aller plus loin dans sa pensée en disant que l'énergie d'une planète va être dirigée par le secteur terrestre, c'est-à-dire la maison où elle se trouve, et elle va pouvoir être dirigée de quatre façons. Soit, je ne reprendrai pas, vous m'en faites grâce, les expressions bénéfiques et maléfiques que l'on trouve dans Morin de Villefranche et dans ses collègues de l'époque, mais Morin de Villefranche insiste sur le fait qu'une maison va pouvoir, ou plus exactement une planète, va pouvoir, selon le signe et la maison où elle est, être bénéfique, c'est-à-dire son effet va pouvoir être bien suivi, son effet va être contrarié, son effet va être d'abord bien suivi puis contrarié, et ensuite cette détermination globale va être d'essence heureuse ou malheureuse. C'est donc la deuxième idée que nous allons retrouver dans le livre de Salva. La troisième idée qui me semble intéressante, c'est l'idée de la position corporelle. Je dis tout de suite que je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais je ne demande qu'à en discuter. Salva indique, à partir de Morin de Villefranche, que la position corporelle, c'est-à-dire la position de la planète en maison, est la plus importante et beaucoup plus importante que la maîtrise de la maison. Il utilise cette formule d'ailleurs en disant qu'une planète présente en position corporelle dans une maison ou dans un signe est beaucoup plus importante qu'un maître absent. Je laisse cela à votre jugement. C'est une chose que personnellement j'ai souvent expérimenté le contraire, mais c'est une chose que l'on peut discuter. Autre idée, toute planète qui est par essence, c'est-à-dire par nature positive, qui va venir dans un signe dans lequel elle est soit en maîtrise ou dans lequel elle se sent à l'aise, ne pourra pas être changée quant à son impact par la maison dans laquelle elle se trouve. Cette maison n'étant destinée simplement qu'à manifester ses effets sur un registre ou sur un autre. C'est une idée aussi que l'on peut discuter. Par contre, Salva, c'est la deuxième partie de cette première affirmation, la bonne ou la mauvaise qualité de l'influx d'une planète, qu'elle résulte de sa nature ou de son état en ce
signe, c'est-à-dire la nature de son énergie ou de sa position dans le céleste, ne peut être neutralisée ou altérée par sa position en maison. Les maisons ne déterminent que la direction de ses effets. Il fait simplement une exception, ce qui prouve quand même que c'est un peu discutable. Il fait une exception pour les maisons dites maléfiques, selon son expression, la 7, la 8 et la 12, et les planètes dites maléfiques, Mars et Saturne. Disant par là que de toute façon, Mars en 7, Mars en 8, Saturne en 12, Saturne en 8, etc., seront 2 fois plus maléfiques que Mars dans d'autres maisons dites bénéfiques. Bon, déjà le fait qu'il fasse une réserve aussi importante, puisqu'il s'agit quand même de 3 maisons sur 12 et de 2 planètes sur 12, indique que peut-être c'est des choses à discuter. Par contre, dit-il, toute planète mal disposée dans son état céleste, c'est-à-dire en signe, soit qu'elle soit en exil, en chute ou rétrograde, est à considérer comme maléfique, quelle que soit la maison astrologique dans laquelle elle se trouve corporellement ou en maîtrise. Car dans cet état, c'est l'influx même de la planète qui est corrompu. Cinquième idée, qui m'a paru également intéressante, bien entendu ce livre comporte une centaine de postulats de ce genre. Cinquième idée qui m'a paru intéressante, c'est celle de la cuspide de la maison, à laquelle Morane Villefranche attache autant d'importance qu'à une planète, ce que je pratique d'ailleurs. Certains anciens pratiquaient, paraît-il, mettaient des aspects aux cuspides de maison. Je ne vais pas jusque-là, mais il est vrai que je considère une cuspide de maison aussi importante qu'une planète. Et Morane Villefranche insiste particulièrement sur la planète la plus proche de la cuspide de la maison, jusqu'à 1, 2 ou 3 degrés, en disant qu'elle va déterminer la maison en parallèle et avec autant d'importance que le maître de la maison ou que la planète qui est au milieu de cette maison. Donc il va falloir considérer dans les maisons 3 planètes, la planète maîtresse, la planète exaltée et la planète la plus proche de la cuspide, qui, d'après Morane de Villefranche, ont la même importance au niveau de l'interprétation des effets de la maison. Bien. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur cet important problème. Maintenant, si vous le permettez, je vais ajouter quelques petites notions venant de mon expérience personnelle, en particulier sur les maisons vides. Je me suis toujours beaucoup intéressée aux maisons vides, et je dois dire que c'est Yves Leneuve, qui a été un de mes professeurs, qui a attiré mon attention sur ce phénomène. On peut d'ailleurs dire des maisons vides exactement la même chose que des signes vides. Les maisons vides sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles semblent représenter l'inconscient, alors que la maison pleine ou la maison avec une planète, minimum une planète, représente le conscient. C'est une chose d'ailleurs que j'ai expérimentée très souvent. On retrouve d'ailleurs des choses très intéressantes dans les études de couple, les thèmes comparés, où on constate très souvent que les couples vont être attirés l'un vers l'autre par les maisons vides, beaucoup plus que par les maisons pleines. C'est-à-dire que on va chercher, soit dit simplement, on va chercher chez l'autre ce qui nous manque bien entendu, c'est-à-dire on va chercher l'amas qui va remplir le vide que nous avons. Il y a donc là au niveau des maisons vides des travaux, je pense, qui n'ont pas été suffisamment faits. Il y a certainement encore un centre de recherche à exploiter. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que, par contre, quand dans un axe, les 2 parties de l'axe, c'est-à-dire les 2 maisons, disons, complémentaires, je n'aime pas les thèmes opposés, sont aussi remplies, c'est-à-dire si vous avez 3 planètes en 4 et 4 planètes en 10, cela ne veut pas dire qu'il y aura équilibre. Au contraire, il y aura très probablement déséquilibre et recherche. Cela sera probablement vécu très souvent d'abord en alternance, jusqu'à ce qu'un certain consensus soit trouvé, que seul d'ailleurs l'individu peut trouver lui-même au niveau de cette... on est quelque part un peu tendu entre 2 centres d'intérêt. Il existe de toute façon un phénomène de fascination certain entre 2 individus, entre les maisons vides et les planètes aveugles, et entre les signes vides également. Et parfois, on arrive à déterminer que dans 2 thèmes, dans une comparaison de thèmes,
ce qui est le plus important, c'est ce qui n'existe pas, c'est-à-dire les maisons vides, les signes vides et les planètes aveugles. Et c'est là que l'on peut déterminer qu'en fait, tous ces trois éléments déterminent en grande partie les forces inconscientes de chaque individu. Je vais terminer sur ce sujet des maisons vides en parlant du thème de Romy Schneider et d'Alain Delon. Si vous le voulez, j'ai des photocopies que je pourrais vous remettre. On rate beaucoup de choses dans la comparaison des thèmes de Romy Schneider et d'Alain Delon si l'on ne fait pas une comparaison des maisons. En effet, si l'on considère la comparaison au niveau des maisons, on a toujours tendance à faire une comparaison au niveau des planètes et des signes, ou en superposant les deux thèmes, c'est évidemment une bonne façon de faire, mais il y a aussi une superposition des maisons qui est intéressante. Je vais peut-être... On peut peut-être demander de nouveau si quelqu'un a la gentillesse de faire d'autres photocopies. Oui, encore que ce soit des termes très connus pour une table. Dans maison 4, ou plus exactement dans les maisons 4, 5, 6, elle va avoir successivement Mars, Mercure, Neptune, Soleil, Lune en 5. Ce qui fait quand même 7 planètes, et ensuite en 6, Vénus. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 planètes sur 10 dans les secteurs 4, 5, 6. Alors que si on regarde le thème de Delon, on constatera que dans les maisons 4, 5, 6, il a tout simplement Saturne. Ce qui représente quand même une complémentarité étonnante dans la mesure où on peut dire que Alain Delon. Excusez-moi, est-ce que tout le monde peut voir ou peut-être c'est mieux que nous nous retirions? Je crois que c'est... C'est pas très compliqué. Vous voulez qu'on tourne le tableau? Oui, en fait, c'est pas très compliqué. C'est que chez Romy Schneider, il y a 6 planètes sur 10 dans les maisons 4, 5, 6, et chez Alain Delon, il y a une seule planète qui est Saturne. On peut quand même déterminer, je pense, que là, il y a ici une structuration qui va évidemment, d'abord, Delon a été attiré par Romy Schneider par ce principe justement dont je parlais tout à l'heure des maisons pleines et des signes pleins, des signes vides et des maisons pleines et des maisons vides. Et il est bien évident que pour cet ensemble de planètes, ce Saturne-là va représenter la structuration, ce qui était d'ailleurs tout à fait leur relation. Alain Delon apportant un appui, un support à Romy Schneider qui, comme vous le savez, était très fragile. Bon, donc ceci pour vous dire qu'une comparaison de thème, dans une comparaison de thème, les maisons sont extrêmement importantes. Je ne reviendrai pas sur tous les phénomènes de maisons cardinales, de cadence, succédante, etc. Mais on a autant d'éléments dans une comparaison de maisons dans les thèmes que dans une comparaison au niveau des signes et des planètes. Bien. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces maisons vides. Je vais maintenant vous donner une petite approche, si j'en ai le temps. Je vous en prie, encore quelques minutes. Des maisons égales telles que je les pratique. Il y a 2 façons, toutes les deux apportent des éléments, enfin je préfère la première. Il y a 2 façons. Ici, je suis dans une astrologie dite karmique, encore que je n'aime pas. Encore que je n'aime pas ce mot, qui est bien galvaudé. Un tout petit peu, parce que sinon l'autre côté ne va plus voir. Ça va comme ça? Pour moi, oui, mais déjà, Tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit à droite? Oui, Vous voyez? Au niveau des maisons égales, on peut procéder de 2 façons. pas exactement ici. Les deux, de toute façon, c'est pas très compliqué, hein, que je laisse tomber. On peut procéder de 2 façons, mais je pense qu'il y en a un tableau que je ne connais pas. On peut prendre le nœud lunaire. Je pense que les personnes devraient aussi déplacer. C'est plus facile de déplacer le tableau. Alors, déplaçons le tableau. Encore que c'est un peu. On va
On peut prendre le nœud lunaire comme ascendant, ou plus exactement, en décidant que le nœud lunaire, la position du nœud lunaire nord, bien évidemment, détermine le milieu de la première maison, c'est-à-dire l'endroit où cette première maison a le plus d'impact. On prendra donc comme ascendant ou peu importe, comme point 1, 15 degrés avant le nœud lunaire. Comment? Pardon? Je dis que vous avez mis jusqu'à 15 degrés devant le nez. C'est très bien, vous avez la ligne sur l'Inde. Bon, il y a un autre système que personnellement je préfère de beaucoup, c'est de prendre comme ascendant la nouvelle lune avant naissance. Et bien entendu, bâtir autour de cette nouvelle lune avant naissance des maisons 2, 3, 4, etc., en tant que maisons égales, et le rapport, et c'est là qu'intervient, c'est une astrologie d'une autre dimension, un peu le rapport entre les maisons normales, c'est-à-dire les maisons classiciennes en ce qui me concerne, et ce nouveau thème de maison bâtie en dessous, croyez-moi, là, il y a un sujet de réflexion étonnant. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un pratique? Est-ce qu'on trouvait toujours la nouvelle lune avant la naissance ou quelquefois la pleine lune? Non, je prends toujours la nouvelle lune. Toujours la nouvelle lune avant naissance. Ce qui fait que, bien entendu, la maison 2, dans ce système, va être la nouvelle lune après naissance. C'est évident. C'est d'ailleurs, pour moi, pour cela qu'elle est nommée maison de l'incarnation, puisque on s'incarne en deux, bien entendu. Et bon, je n'ai pas le temps d'approfondir cette question. Si ça vous intéresse, on peut en reparler au cours du week-end. Mais là, on trouve des choses tout à fait étonnantes. Quant au contenu karmique de la vie de l'individu, c'est-à-dire, si l'on croit, cette mission qu'il a à remplir et les épreuves afférentes à cette mission. Uniquement, d'ailleurs, on peut presque s'arrêter à ce travail, on peut faire un travail très profond là-dessus, mais rien que la comparaison des maisons dites karmiques, donc, de cette nouvelle lune et les maisons ordinaires, classiciennes, est une source de très grande découverte. Bien, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Vous permettez, il y a beaucoup de questions qui se posent après l'exposé d'Aurore de Longry. Vous avez dit... C'est très bien. Vous avez dit qu'il y a certains sujets sur lesquels on pourra revenir dans le week-end. Il y en a certains, en effet, sur lesquels on pourra revenir plus tard, mais j'espère qu'on va pouvoir revenir sur un certain nombre tout de suite. Auparavant, je voudrais demander à Francis s'il voulait bien apporter une sorte de complément quant au mode de domification propre à Morin-Villefranche. Oui, donc, comme c'était de l'exposé, pour les personnes qui s'intéressent, et en quelques mots, je vais essayer de résumer les caractéristiques propres au système de Morin-Villefranche. Donc, comme l'a rappelé en début de soirée M. Badou, le système de Morin-Villefranche est basé sur l'équateur, c'est-à-dire qu'il commence à diviser en parties égales l'équateur. Alors, je trouve mes documents. Une autre caractéristique par rapport au document que je vous ai passé, c'est qu'ils ne respectent pas, ces maisons ne respectent pas le plan de l'horizon. Cela veut dire que la maison 1, qui occupe un certain espace sur la sphère céleste, coupe l'horizon. Et la maison 12 également. C'est-à-dire que on pourra détailler ça au cours des ateliers en particulier. Vous avez, si vous imaginez l'horizon autour de vous, la maison 1 peut être à la fois donc de part et d'autre de ce point est, de gauche à droite, qui varie dans les moments de la journée, mais pour Morin-Villefranche, c'est toujours le point à l'est. Bien. Et la pointe de la maison 10 ne correspond pas avec le milieu du ciel dans ce système. La pointe de la maison 10 ne correspond pas avec le milieu du ciel. Merci. Voilà. Merci de ce complément, je crois qu'il était nécessaire.
Je suis heureux de vous annoncer que les deux invités particuliers à ce débat, dont nous regrettions l'absence tout à l'heure, sont arrivés. Chantal Large, ici à droite, et Daniel Coby. Alors, comme les derniers doivent être les premiers, et que ce sont ces invités particuliers au débat qui doivent les premiers exprimer quelques réflexions sur ce qui vient d'être dit par Aurore de Laubry et complété par Francis Santoni. Je pense que je vais demander à Chantal Large si elle veut déjà proposer quelques réflexions. Je vous demanderai de le faire assez brièvement pour pouvoir permettre, une fois que les invités de cette table se seront exprimés, aux autres de le faire aussi. J'ai entendu malheureusement que peu d'éléments, parce que malheureusement je suis arrivée tard. Moi je me suis toujours posé. Et donc je risque de faire une intervention qui sans rapport à cette année, au problème. Donc une question que je me suis toujours posée, sur quel principe est justifié, sur quel principe donc réel, mathématique, est justifié l'opposition, l'axe de liaison, par exemple, je veux savoir sur quoi est justifié ce principe, que les liaisons soient strictement opposées. Ah oui, la raison des actes, voilà, la raison. Ben oui, mais parce qu'on donne plusieurs raisons en ce qui concerne les calculs des raisons, soit par rapport au temps, soit par rapport à l'espace. Ici, on se réfère par rapport au temps, mais je pense que ça pose problème. À la fois, je pense. Ceci dit, le fait d'établir donc un nouveau thème avec le thème karmique qui part de la nouvelle lune avant la naissance, comment pratiques-tu ce système? Est-ce que c'est une comparaison que tu fais un peu comme si c'était une révolution solaire par rapport au début, il y a ça, oui. Oui, alors, c'est un peu le même principe que la comparaison avec la révolution solaire. Oui. Et simplement, ça va oui. Mais une révolution solaire, alors ça n'est pas très difficile, hein, où tu vas vraiment, telle maison tombe dans telle autre, mais le maître n'est plus celui-là, les maîtres deviennent différents. Bon, j'ai omis de dire d'ailleurs que dans cette nouvelle lune avant naissance, on prend toute la ligne, hein, c'est-à-dire qu'on rebâtit le thème de cette ligne-là, et il peut y avoir au niveau des planètes, il y a la plupart du temps, au niveau des planètes rapides, des changements de position. C'est-à-dire qu'un Mercure qui est à 15 degrés de Vénus peut venir sur Vénus, etc. Et ça, c'est un instant extrêmement précis. Oui, alors donc le thème de la nouvelle lune avant la naissance, tu le calcules pour le lieu de naissance réelle et à l'heure de... Oui, là tu ne prends pas de lieu différent. Alors tu prends le même lieu. Cette idée, c'est venue comment? Elle est extrêmement, hein, elle est de Marguerite de Suranus qui a pratiqué nous ça dans le passé, et c'est la fidèle. Elle m'a donné beaucoup plus de satisfaction, si tu veux, que l'astrologie karmique, que d'autres astrologies karmiques que tu peux étudier. Là, tu tombes sur des choses extrêmement particulières. Et puis, ça complique. Ça fait une heure de politique et ça tombe sur des... Et cela indique donc l'analyse que tu peux faire du vécu d'une personne et voilà. C'est-à-dire que c'est qu'elle va avoir, encore que, comme M. Amadou l'a remarqué, je suis une astrologue de combat, c'est-à-dire non pas de constat, j'estime que l'on est responsable de tout ce qui nous arrive à 90%, et encore, je crois que vous avez dit 95%. Encore donc que je sois une astrologue de combat, j'estime que là, au niveau de ce thème-là, que l'on bâtit en dessous l'un de l'autre, c'est-à-dire que tu vas dire, ce thème de nouvelle lune va donner l'autre. Hein, le thème de nouvelle lune, c'est la cause qui va donner les faits, le thème d'Aquilien. Hein. Donc là, tu as quand même tout le suivi, hein, parce qu'il y a des choses par lesquelles tu vas être obligé de passer, hein, les épreuves par lesquelles tu vas être obligé de passer, que tu vas plus ou moins vivre selon. Plus ou moins bien vivre selon que tu manipuleras ta vie ou non, mais le suivi est quand même là. Oui, et donc ça peut t'amener à faire les thèmes concernant les nouvelles lignes après la naissance, de toute manière. Bien sûr.
Bon, je vais demander maintenant à Daniel Kobi, qui est musicien, Il faudrait se rapprocher un petit peu là, à côté de M. Paco. architecte, sociologue. Daniel Kobi qui m'a dit un jour qu'il était partisan de la domification antique. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est, si c'est celle de Ranius, de Ptolémée ou si c'est celle de Firmicus Maternus, parce que je crois qu'on les confond un petit peu trop. Bon, mais ça, c'est pas le sujet, malheureusement, on en parlera une autre fois. Est-ce que vous voulez bien peut-être intervenir sur ce qui a été dit, Oui. et sur Morane Villefranche? Sur Chantal Large, je suis arrivé tout un peu avant elle, mais j'ai manqué une partie de votre introduction. Et je m'en excuse parce que je suis malade, mais je me suis quand même dérangé ce soir. Merci d'autant plus. Je n'arrive pas, non, je n'ai pas de système, si je suis plutôt en questionnement. Tout le monde, je pense, actuellement sur le système de maison, les différents systèmes, et on en dénombre pas moins de 11 ou 12 actuellement en vigueur dans le monde entier. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a des systèmes de maison qui ont été employés au cours de l'histoire, qui ont été oubliés et qui ne sont pas mentionnés actuellement dans les dictionnaires, loin du dictionnaire, ou même chez les personnes spécialistes. Alors cette inflation, effectivement, est très gênante pour quelqu'un comme moi, qui est à la fois un praticien de tous les jours, et à la fois un chercheur. En tant que praticien, il est bien évident que je reste, après 10 ans de pratique quotidienne, affilié à ce système de la Sidus et d'auto-analyse personnelle également, que ce soit de la planète occupante en maison, que ce soit de maison vide, etc., que disait Fabien Aurore. Et ce système qui, sur le plan mathématique et sur le plan théorique, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que pour il ne marche pas. Et de l'autre côté, à la lecture, à la relecture, parce que je crois que l'important, ce n'est pas seulement de lire les choses en astrologie, mais c'est de les relire. Et 10 ans après, on arrive à faire notre regard, bien jeune pour dire ça. Et quand je relis le bouquin d'Alain Kiefer sur les maisons antiques, les domifications antiques, il y a des défauts d'ailleurs. Quand je relis le bouquin du Christian sur les maisons égales, c'est pas mal renseigné, qui remet un petit peu les choses à leur place en ce qui concerne l'établissement du système de Campanus, de Montus, la Sidus, et puis les enjeux, il n'aborde pas tellement le terrain, mais il y a des enjeux historiques qui ne sont pas simplement une complexification mathématique, comme ça a été dit, ça va beaucoup plus loin que ça, on l'a vu entre le 13e et le 13e siècle. À l'époque de la pré-Renaissance et de la Renaissance, il y a des rapports stratégiques, là, qui mériteraient le développement, je crois, beaucoup plus important. Nous sommes effectivement en plein XXe siècle en train d'utiliser des systèmes qui, sur le plan astronomique, ne tiennent pas la rampe. Par contre, nous sommes séduits, enfin moi je le suis, par des systèmes antiques. Alors vous me posez la question, ça va sur 2 ans, mais qu'est-ce que c'est qu'un système antique? Bon, c'est vrai que les anciens, et même jusque dans le dictionnaire de terminologie, on va voir l'erreur, les anciens utilisaient un système de domification égale. Et cette domification égale, elle commençait soit à partir de la pointe de l'ascendant, qui elle demeure incontestable, première époque, et l'économie initiale est incontestable, l'astronomie, soit commencer à partir de ce système du monde où l'ascendant était au milieu de la maison 1, au 15e degré de la maison 1, et c'est là que les planètes avaient leur maximum de force, correspondant dans ça à toute la philosophie de l'astrologie orientale, qui évidemment magnifie les planètes quand elles arrivent près du milieu et non pas justement les points spécifiques que nous. Mais c'est plein de contradictions, on va les évoquer. Je vous remercie. Le milieu est aussi très important. Oui, vous venez d'élargir le problème, de commencer à donner une idée de son ampleur. Je voudrais que d'autres intervenants puissent prendre la parole aussi. Monsieur Mercier Lagarde, par exemple, si vous voulez bien. Comme vous l'avez dit, j'ai une formation mathématique, alors je voudrais ajouter quelques précisions. Le point sur lequel je suis parfaitement d'accord avec le thème qui est cher à Jacques Algros, que les systèmes doivent être cohérents. Alors, nous sommes parfaitement d'accord que ces multiples systèmes de domification, ils peuvent avoir chacun leur valeur, ils jettent un certain éclairage sur la personnalité de l'individu, mais il n'y a pas de système universel. Donc, par exemple, le système géométrique ou Cassius, ils sont absolument absurdes dans les zones polaires. Donc, les maisons égales.
Mais prendre un exemple, un simple exemple, je n'en sortirai pas autrement. Ils n'ont pas d'heure non plus, les malheureux esprits. Non, oui. Il y a des gens très intelligents que vous et moi. Pas davantage que de maison. Il y a des gens aussi intelligents que vous et moi qui naissent et vivent dans cette cercle polaire. Ils ont le droit d'avoir un horoscope cohérent. Non, mais en fait, je prendrai un seul exemple. Par exemple, le système le plus couramment utilisé, les maisons, qui sont dans le sens de l'horloge, dans le même sens que les planètes au cours de l'année, enfin, que le signe zodiaque. Et le système d'Orson qui se fait tourner en sens inverse. Bon, ben, chacun des deux philosophies, ça se défend, ça donne des très bons enseignements à condition d'être cohérent. Par le système d'Orson, il fixe la direction de l'ascendant un instant dans le temps. Au moment même de la naissance, le ciel est pétrifié. On considère chaque astre, sa projection sur l'écliptique, sa hauteur au-dessus de l'horizon. Une planète qui est coalisée, ça veut dire qu'elle occupe la position la plus élevée au-dessus de l'horizon qu'elle rencontre dans la journée. Et il faut s'en tenir à ces notions relatives, parce que, par exemple, au-delà du cercle polaire, vous avez des cas où le LC est au-dessus de l'horizon et le LC au-dessus. C'est relatif à la planète qui se trouve là. Un peu. Il y a un exemple célèbre, des livres d'astrologie qui en ont parlé, c'est la fille de l'explorateur américain Perry, qui est née au cours d'une exposition polaire, où l'explorateur a amené sa femme par 75 degrés nord. Et ben, là, c'est un exemple typique où le MC fait une dizaine de degrés en dessous de l'horizon et le MC une dizaine de degrés au-dessus. C'est valable à la planète, pour la planète. La planète qui se trouve là, ça n'a aucune valeur absolue. J'espère que Jacques Dorfand tout à l'heure va lui-même dire ce qu'il en pense. Mais je voudrais pas que personne de ce côté-ci de la table se sente frustré. Alors, Braille, il y a 50 ans, a donné ce cas dans la revue de la Naissance. Pétrifié, oui. L'horoscope de naissance, c'est tout à fait statique. Je pense que vous êtes d'accord aussi. Mais l'astrologie, le phénomène astrologie est foncièrement dynamique, puisque l'astrologie, ça consiste à quoi? À comparer la position des planètes aujourd'hui, demain dans une demi-heure, dans un an, par rapport à votre condition de naissance. Tous les points de vue ont leur valeur. Les systèmes les plus farfelus, pour intervenir des planètes fictives, ils donnent des renseignements valables à condition d'être cohérents. Et en général, ils sont actifs. Tous les systèmes après. bon, je voudrais si vous permettez, non. Oui, un second seulement pour compléter les définitions de notre puisque nous allons... Germaine de Bock et nous allons parler après de dîner. Qu'est-ce que les maisons, à quoi ça sert, pourquoi les maisons, leur base, leur définition? À mon avis, en deux mots, les maisons sont au signe ce que le jour est à la nuit, ce que la rotation de la Terre sur elle-même en 24 heures est à la révolution solaire. Vous permettez, on va y revenir même tout de suite après Germaine de Bock, si vous voulez bien. Mais je voudrais demander à Germaine de Bock, puisqu'elle est de ce côté-ci de la table. Attendez, vous êtes seul. 5 minutes. Non, vous permettez, c'est pas moi qui ai fait le programme. C'est Jacques Heilbronn. Bon, mais dis pas qu'il est mal fait. Mais Jacques Heilbronn a souhaité qu'il y ait des intervenants, sinon privilégiés, au moins primordiaux. Alors vous permettez qu'on leur donne la parole. Et puis après, alors Germaine de Bock, vous qui avez eu la possibilité, la chance, le mérite d'écouter Aurore de Lambry et d'écouter Francis Henry, est-ce que vous voulez bien peut-être faire quelques commentaires? Et puis après, nous allons... Tout à l'heure, je voudrais signaler l'importance de la nouvelle lune avant la naissance. Parce que quand elle a lieu dans le même signe que la lune occupe encore à la naissance, parce que vous pouvez avoir une naissance qui se fait très peu de temps, vous avez une personne qui n'a pas de problème de dualité, c'est-à-dire que c'est une personne qui a une très grande facilité dans la vie. Alors autrement, elle va être tiraillée. Quand il y a donc les deux nouvelles lunes, une avant la naissance et une après. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pour dire combien c'est important de relever
avant la naissance, le lieu où a lieu la nouvelle. Il n'y a pas d'autres remarques à faire, mais il y en aurait beaucoup. Mais je trouve que, parce que bien souvent, on ne se rend pas compte de l'importance où on dit, vous savez, on ne démarre qu'avec la naissance, hein, et on ne regarde pas ce qui a pu se passer un petit peu avant. Et ça, c'est extrêmement important. Oh, mais j'ai encore 2 minutes à parler. Je vous en prie. L'exemple qui ne comprenait que moi-même, c'est le mien. Comme je l'avais dit, j'étais ingénieur à l'EPR, je suis retraité bien, donc mon unique source de revenus, c'est l'électricité. Or, il se trouve que la planète sur en termes d'électricité, c'est Uranus. Or, dans le système dorsal d'Uranus, la maison 2, celle de l'argent. Ça fait pas combien. Mais d'un autre côté, dans le système plus courant d'Uranus en maison 11, c'est-à-dire des relations, des projets, ça correspond aussi pas mal, des amitiés qui se nouent et se dénouent brusquement, des projets futuristes, des visages futuristes, en particulier assistance à l'électricité. À ce moment-là, c'est le système d'orientation du peuple qui s'appuie pas. Mon cher Didier Racco, je vous ai empêché de parler, ne m'en veuillez pas, mais vous avez la parole. Je ne serai pas très long, mais je commencerai d'abord par Un petit peu, si vous pouvez parler un petit peu plus fort, parce qu'on vous entend mal. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il n'y a pas de micro, là. Sur les systèmes antiques. Le système antique, justement, au XIIIe siècle, c'était Campanus. Il existait à ce moment-là. Et Morel Villefranche a des expressions différentes du terme d'antiques, c'est-à-dire de point dans chaque maison est un reflet de la planète importante en maison. C'est un reflet. Noël Renoir, quand il a voulu étudier la question des équations, a justement fait la même chose. Il a dit, mais non, les maisons ne sont pas libres. Morel Villefranche lui-même dit, chaque planète a son antis dans les autres maisons. Et alors, Doméroman lui a appelé ça, le terme plus moderne, les plexus. Parce qu'il estime que toute la question de l'unification repose à la fois sur l'astronomie et sur la biologie. La biologie, par conséquent, était juste, à l'époque de Doméroman, naissante. Et c'est là-dessus qu'il a construit une sphère sensitive, au point de vue astronomique, qui, M. Dorsan lui-même l'a dit, était vraiment la meilleure.